Hexagone Actualité. Donc, tout d'abord, nous allons excuser notre président, M. Jean-Luc Cyprien, qui n'a pas pu venir ici ce soir parce qu'il a des obligations par rapport au club de foot de l'association. Alors, nous sommes 12 présidents d'association qui avons fondé un collectif qui s'appelle l'Outre-mer Solidarité Catastrophe. Je suis secrétaire adjointe, Monique est membre actif et Jacques, vice-président. Il ne veut pas le dire. Hein? Alors, on n'avait pas préparé de discours, mais je vais simplement vous présenter l'association comme nous l'avons fait. Outre-mer Solidarité Catastrophe. Les Antilles françaises, comme d'ailleurs tout le continent américain, sont confrontées régulièrement aux ouragans, cyclones ou autres phénomènes climatiques. Beaucoup d'efforts ont été faits pour informer et sensibiliser la population sur le danger de ces phénomènes. Malgré tout, le passage d'un cyclone, d'un ouragan, laisse souvent des traces de désolation. Si la population locale est solidaire dans ce moment, cette immédiateté de solutions à trouver pour venir en aide aux victimes de la catastrophe. Ici en France hexagonale, nous nous sommes à chaque fois mobilisés pour venir en aide à nos compatriotes, mais c'est toujours dans l'urgence. Après le passage de l'ouragan Fiona, quelques présidents d'associations habitués à gérer ces problématiques d'urgence se sont réunis pour réfléchir comment mettre en place, avant qu'intervienne la catastrophe, un dispositif d'aide immédiate. Après plus d'une année de travail, nous avons décidé de créer l'association Outre-mer Solidarité Catastrophe. Outre-mer Solidarité Catastrophe est un dispositif qui permet de déclencher une chaîne de solidarité, un plan d'urgence à l'occasion d'une catastrophe naturelle, cyclone, ouragan, tremblement de terre dans les Outre-mer. Pour mettre en place ce dispositif, nous nous appuyons sur un réseau de partenariats dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer, DRACOM. Ces derniers sont chargés de nous faire remonter, dès qu'ils le peuvent, après la catastrophe, le besoin de la population. Nous nous appuyons également sur toutes les associations locales, ici en France hexagonale. Nos dispositifs locaux, sous la responsabilité du délégué général des opérations, mettent en place un plan d'urgence établi préalablement. Ce plan d'urgence, nous le mettons en place avec des organisations publiques et privées, des associations qui ne sont pas insensibles à notre démarche et qui sont prêtes à nous accompagner dans ce projet de finalité humaine. Pour finaliser cet ambitieux projet humanitaire, l'OMSC souhaite rassembler toutes les bonnes volontés. Ainsi, l'OMSC a pour seule ambition que de venir en aide à nos DROMCOM en cas de besoin. Votre contribution, qu'elle soit matérielle, financière ou simplement en intégrant l'association, nous sera d'une grande importance. Je tiens à vous dire qu'on s'est réunis le 24 octobre avec toutes les associations qui le pouvaient en Île-de-France. Nous avons déjà commencé un travail aussi avec des associations en Guadeloupe. Personnellement, j'ai rencontré des associations à Cap-Esther et j'ai eu la joie de voir que tout le monde était prêt à travailler avec nous. Et puis mes chers collègues, et surtout cette belle assemblée que je vois en face de moi ce soir, vous comprenez bien que je n'ai pas préparé le discours. C'est la première fois que je rencontre les Domiens et plus particulièrement les Guadeloupéens dans un tel schéma, dans un tel contexte. Et cela me plaît énormément pour plusieurs raisons. C'est vrai que Lélie vous a dit que je suis le délégué général du GUSR, un parti que j'ai vu naître il y a une trentaine d'années. C'est vrai que j'ai occupé plusieurs fonctions au niveau des collectivités de Guadeloupe. Aujourd'hui, je suis l'un des vice-présidents de la région. Je suis le maire de Morne-à-l'Eau assez récemment. S'il y a des Mornaliens ici présents, je leur adresse un salut
fraternelle. Et puis, je suis également le président de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, qui comprend les villes de Le Moule, de Petit Canal, d'Anse-Bertrand, de Port-Louis, de Morne-à-l'Eau, ce qui m'a permis de présider cette communauté d'agglomération des communes. Donc, je vous disais, quand il m'a invité, il m'a dit que je dois faire un discours. Je lui dis, mais qu'est-ce que je vais raconter aux Guadeloupéens qui vivent dans l'Hexagone? Mais ce soir, je mesure l'importance d'une telle rencontre. Je ne vous déclinerai pas ce qui se passe dans la ville de Morne-à-l'Eau, puisque depuis 3 ans, j'essaie de faire bouger les choses. J'essaie de voir si Morne-à-l'Eau rattrape un peu le temps perdu. Ça ne se rattrape jamais, mais nous voulons créer un certain équilibre dans cette commune qui représente la centralité dans le Nord-Grande-Terre. Certains disent que Morne-à-l'Eau bouge, mais nous aurions aimé que ça bouge un peu plus. Nous aurions aimé que Morne-à-l'Eau se développe un peu mieux. Nous nous y attacherons durant le reste de la mandature. Mais ce qui est important ce soir, c'est de voir cette belle communauté guadeloupéenne, je crois, en majorité. De savoir qu'il y a une telle communauté, de savoir qu'il y a une telle solidarité. Entendre ce soir les responsables d'associations, j'estime que vous avez compris, nous avons compris que les Guadeloupéens doivent se resserrer, que les Guadeloupéens doivent défendre certains principes et des valeurs, puisque à travers la période noire du Covid, j'ai vu, je l'ai entendu, ce médecin parler pratiquement assez souvent afin de nous mettre en garde, afin de nous tenir informés. C'est dire qu'il y a des Guadeloupéens très bien placés ici qui peuvent participer au développement du pays, et c'est ce dont nous avons besoin. Je le redis d'autant plus et plus fort qu'aujourd'hui, la Guadeloupe a besoin de tous ceux qui l'aiment, cette Guadeloupe, de tous ceux qui doivent la valoriser, cette Guadeloupe. On parle beaucoup de dépopulation, de la décroissance. Et pour moi, c'est un sujet important, puisque les statistiques prévoient que d'ici 2050, la Guadeloupe et la Martinique seront les 2 départements les plus vieux de France. Alors, c'est un petit peu inquiétant, puisque quand cette population baisse, il y aura des conséquences terribles, énormes, notamment pour le fonctionnement des collectivités et des institutions. Par conséquent, je plaide aujourd'hui pour que les jeunes Guadeloupéens reviennent. Mais en tant qu'élu, je ne leur dirai pas de revenir dans n'importe quelles conditions, évidemment. Il faut que nous puissions leur créer les voies et moyens pour qu'ils puissent s'installer en Guadeloupe. Nous en avons besoin. Sinon, ce seront les autres qui s'y installeront comme on le fait déjà. Et c'est inquiétant. Ce sont les autres qui manageront le pays, qui développeront l'économie. Pour moi, c'est inquiétant. Pour moi, c'est un sujet. Ce qui se fait déjà. Par conséquent, il s'agit pour nous, ensemble, de mettre en place les conditions pour que les jeunes Guadeloupéens puissent revenir dans ce pays Guadeloupe. Un pays qu'on nous envie. Moi, je dois être toujours en veste ici, comme vous, mais chez moi, c'est le soleil en permanence. C'est un beau pays. Et quand je voyage à travers le monde, je dis que nous avons un beau pays, la Guadeloupe. Malgré les cyclones, nous y sommes habitués.
Malgré les intempéries, nous les connaissons. Malgré les difficultés, mais nous avons un pays où le climat 30 degrés est permanent. Nous avons un pays où la mer est là, en permanence. Nous avons un pays qui offre des perspectives pour l'avenir. Donc il ne faut pas que nous oublions cela. Et c'est à ce titre-là que je demande aux Guadeloupéens d'être encore plus solidaires. Que ceux de l'Hexagone qu'on appelle la diaspora, qui sont dans cette diaspora, puissent continuer à vivre, à resserrer cette communauté guadeloupéenne. Et cela servira d'exemple à nous qui sommes là-bas, puisque j'estime qu'il manque un peu de solidarité chez nous, à la Guadeloupe. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, par conséquent, je ne m'étonnerai pas plus, mais je suis quand même impressionné que vous soyez aussi nombreux, que les Guadeloupéens se retrouvent ce soir avec nous, les élus, que le peuple a choisi pour administrer les différentes villes. Donc, quand vous passerez à Morne-à-l'Eau, n'hésitez pas de venir à la mairie si j'y suis, pour que nous puissions échanger un moment, n'est-ce pas? Et puis aussi, les associations qui sont ici, je sais qu'il y a une association dirigée par les frères Garin, en quelque sorte, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux. Je sais le travail que vous fournissez, je sais l'effort que vous faites, mais soyez assurés que même de loin, nous suivons cela. La société aujourd'hui n'est pas facile à gérer, vous le savez très bien. Gérer une ville, c'est pas facile non plus. Nous sommes coincés par un budget que nous devons respecter, sinon c'est la dérive totale budgétaire. Sinon on aurait pu aider encore mieux ces associations de l'Hexagone qui essayent de répandre notre culture, nos savoir-faire, nos us et coutumes. C'est nécessaire. Et en dernier lieu, politiquement, après de nombreuses années de départementalisation, le moment est venu pour qu'il y ait un peu plus de responsabilité à la Guadeloupe. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons militer ensemble pour plus d'égalité, pour un véritable changement de statut dans le cadre de la République, je le dis. Mais il faut que nous puissions aller de l'avant, être un peu nous-mêmes. Je prône une certaine philosophie de la politique, vous le savez très bien. Je n'irai pas plus loin. Mais sachez que ma petite expérience me permet de dire que nous sommes sous la bonne voie. Première femme ultramarine à être élue à ce siège. Et donc, ma responsabilité en ce qui concerne les territoires ultramarins, vous savez, vous entendez souvent, ces territoires ultramarins, c'est 80% de la biodiversité. Alors, c'est bien de le dire, c'est un peu comme du greenwashing, c'est bien de dire 80% de la biodiversité. Mon job, en fait, c'est de remettre ces 80% de la biodiversité au centre. Parce que très souvent, et je m'en rends compte, ces 80% de biodiversité sont dans les pages annexes des stratégies nationales. Donc mon job à moi, et petit à petit, c'est que ces 80% sont au centre. Vous êtes d'accord avec moi? Sur 100%, les 80% doivent être au centre et ne doivent pas être dans les annexes. Et donc c'est un travail que je fais avec l'ensemble des élus ultramarins, pour que notre biodiversité,
qu'elle soit ordinaire avec le jardin créole, qu'elle soit exceptionnelle avec tous les paysages, tous les écosystèmes, les espèces, faune et flore que nous avons, eh bien, soit remis au centre des stratégies. Par exemple, ce que je voudrais vous dire ce soir, sur la stratégie nationale biodiversité 3 qui va sortir, alors que ceux qui ont rédigé cette stratégie se félicitaient du travail accompli, ce sont évidemment des personnes de l'Hexagone, je leur ai demandé comment on pouvait être satisfait quand on n'a travaillé que sur 20% de la biodiversité française. Et que les 80%, eh bien, on ne les avait pas abordés. Et donc, j'ai travaillé ensuite avec le ministère de la Transition écologique. Je souhaite que cette stratégie, qui nous projette vers l'avenir, qui fait face au réchauffement de l'impact climatique, eh bien, soit déclinée par bassin. Ainsi, la biodiversité guyanaise n'a rien à voir avec la biodiversité guadeloupéenne ou martiniquaise ou de la Polynésie française ou des terres australes et arctiques ou encore du bassin de l'océan Indien. Donc, il faut qu'on travaille bassin par bassin et ensuite chaque territoire, par une stratégie régionale, va se l'approprier. C'est vrai, quand je dis les choses comme ça paraît d'une telle évidence, mais pour les ministères, ça n'est pas évident du tout, puisqu'on fait une stratégie nationale et tout doit rentrer dans cette stratégie nationale. Comment on peut parler des herbiers à Posidonie qui peuplent la mer Méditerranée et ne pas parler des herbiers phanérogames où on trouve nos palourdes, nos oiseaux, nos lambis? Vous comprenez ce que je veux dire? Comment on peut nous demander de préserver 10% du territoire en aire protégée? On parle bien du Pacifique qui constitue 40% de la façade maritime et 10% de millions de kilomètres carrés, ça n'a pas de sens. Bonsoir Monsieur Guy Losba, vous êtes le président du conseil départemental de la Guadeloupe. Nous venons de passer un échange pendant 2 heures avec la population, les ultramarins de Guadeloupe. Et quel est votre ressenti et est-ce que vous comprenez leur inquiétude par rapport à leur retour éventuel à la Guadeloupe? En tout cas, c'est déjà une très grande satisfaction puisque nous avons pris cet engagement l'an dernier de revenir chaque année. Et je vois que les participants étaient beaucoup plus nombreux. Et concernant donc les questions, c'est tout à fait normal. Il y a tout un ensemble donc, de questionnements sur le devenir, la situation donc, du pays. Notre rôle, c'est de pouvoir rassurer et d'apporter donc des informations. Nous avons voulu cette année que beaucoup plus de maires soient présents, dans la mesure que s'il y a des questions plus individuelles, techniques ou de proximité, qu'ils puissent y apporter. Mais sinon, sur les dossiers habituels tels que la santé, tels que l'eau, il était nécessaire d'apporter donc des réponses, puisque quand il n'y a pas d'informations, comme j'ai eu l'occasion de dire, cela peut susciter donc des interprétations. Ce qui est nécessaire aussi, c'est que chaque Guadeloupéen, même en vivant au niveau donc de l'Hexagone, puisse être conscient que lui aussi, il a cette possibilité d'apporter sa contribution et de ne pas laisser les choses se faire sans lui. Justement, vous avez parlé justement de cette solidarité entre le Guadeloupéen de l'Hexagone et le Guadeloupéen au pays. Mais est-ce que c'est aussi évident, est-ce que le pont se fasse, puisque souvent on se rend compte que ce n'est pas si aisé de retourner au pays? Non, mais c'est son rôle d'apporter sa contribution. Et moi, je suis un élu, donc j'ai une responsabilité plus importante, plus suprême. Et c'est pour ces raisons que nous avons pris cette initiative de faire ces réunions et permettre cet échange. Puisque ce qu'il faut se dire, pour que le gouvernement, quel que soit le gouvernement, pour qu'il puisse vous prendre en considération, il faut qu'il sente que vous êtes déterminé, engagé. Et au-delà des 380 000 Guadeloupéens, si vous prenez la quantité qui existe au niveau national, cela peut représenter une force et que nos considérations, nos besoins puissent être entendus et respectés. Merci beaucoup.
Madame Sylvie Gustavi Duflo, vous êtes la présidente de l'Office français de la biodiversité. Alors, en quoi ça consiste exactement, surtout pour nos outre-mer? Alors, il faut savoir que l'Office français de la biodiversité, c'est un établissement public qui comporte plus de 3000 agents et la semaine prochaine, je vais voter un budget à peu près de 650 millions d'euros. Alors, l'Office français de la biodiversité est présent sur tous les territoires hexagonaux et ultramarins. Et donc, dans ces missions, plusieurs missions. D'abord, des missions de police de l'environnement. Pollution de l'eau, vous faites du remblaiement sauvage, la police de l'environnement intervient et il peut être mandaté soit par le préfet, soit par le procureur de la République et on rentre dans un processus régalien. Mais l'Office français de la biodiversité, c'est aussi de l'acquisition de connaissances. Pour pouvoir protéger cette biodiversité, on a besoin d'acquérir cette connaissance. Et donc, l'Office français de la biodiversité, eh bien, elle met en place beaucoup de dispositifs pour pouvoir faire cette acquisition. Ce sont, par exemple, les atlas de la biodiversité communale. On ne peut protéger que ce que l'on connaît. Et donc, il faut savoir également que la semaine prochaine, sur mon budget, nous allons passer de 4 millions d'euros à 15 millions d'euros. Et donc, j'étais à l'ouverture du Congrès des maires. Et quand on a la responsabilité de 80% de la biodiversité, j'ai demandé à tous les maires ultramarins qu'il y ait un atlas de la biodiversité communale d'ici 2030 sur chaque commune, dans chaque territoire ultramarin. Parce que c'est comme ça qu'on fait progresser la connaissance. C'est aussi de l'accompagnement sur des dispositifs territoires engagés pour la nature, où on aide les communes sur des projets de 400 000, 500 000 euros à financer leurs projets pour la préservation de biodiversité. C'est aussi de l'accompagnement, c'est-à-dire nous sommes des territoires ultramarins, donc pouvoir se déplacer d'un territoire à un autre, ça peut être compliqué. Si je veux aller travailler sur le conservatoire botanique de la Réunion, qui est bien connu et que je viens de la Guadeloupe, l'Office français, par son dispositif Téméum, permet aux techniciens, aux ingénieurs de se déplacer entre territoires ultramarins. C'est aussi des référents locaux de l'OFB qui sont en prise avec la population et qui accompagnent. Je souhaite sincèrement que nous développions davantage d'aires éducatives terrestres et marines, c'est-à-dire c'est un dispositif rectorat, Office français de la biodiversité. Aujourd'hui, il faut le savoir, par exemple sur l'archipel de la Guadeloupe, nous sommes le département le plus dynamique puisque nous avons à peu près une quarantaine d'aires éducatives terrestres ou marines et donc qui est apporté par ce partenariat rectorat Office français de la biodiversité. C'est aussi les agences régionales de la biodiversité. Aujourd'hui, sur les territoires ultramarins, vous avez que 2 agences qui pour l'instant sont installées. Vous avez l'agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe et vous avez l'agence régionale de la biodiversité La Réunion qui s'est installée cette année. Et donc, ces ARB, en fait, sont des bras opérationnels des régions, de l'OFB et de l'État pour pouvoir développer des politiques extrêmement dynamiques, volontaristes sur le territoire. Et puis chaque ARB aussi est configuré par rapport à son territoire. Nous, par exemple, sur l'archipel de la Guadeloupe, on avait un conservatoire botanique, mais qui a été mis en redressement judiciaire, qui n'existe plus. Donc, l'agence régionale de la biodiversité, l'ARB, nous sommes en train de reconstruire ce conservatoire botanique des îles de Guadeloupe, et nous pensons lui donner un agrément, faire la demande d'agrément national dès l'année prochaine. Et pour cela, j'ai recruté des botanistes. Alors, là aussi, on a un vrai problème. Il manque des botanistes sur nos territoires et j'ai dû recruter 2 botanistes brésiliens. Justement, j'ai une question. Cette biodiversité dont nous ne prenons pas conscience nous-mêmes, est-ce qu'elle ouvre en perspective, on a parlé beaucoup d'étudiants ce soir, est-ce qu'elle ouvre en perspective des métiers Le développement durable, la planification écologique, c'est le secteur le plus dynamique en termes de recrutement. C'est-à-dire, moi, de toute façon, je suis maître de conférence à l'Université des Antilles et je parle tous les jours à mes étudiants. Je leur dis, on a besoin de techniciens, on a besoin d'ingénieurs dans l'énergie.
dans l'eau, dans l'assainissement, sur la biodiversité, sur l'adaptation au réchauffement climatique, sur les dispositifs d'atténuation, sur les risques, les catastrophes naturelles, etc. Et donc moi, j'encourage vivement les étudiants à s'investir là-dedans. Et c'est ce que je disais, par exemple, l'Agence régionale de la biodiversité que nous avons montée en 2021, mais qui est devenue pleinement opérationnelle en 2022. Sur une année, nous avons recruté 14 personnes. C'est énorme. Des ingénieurs, des techniciens, une assistante de direction, etc. Et ma dernière recrue, c'est une jeune ingénieure de Terre de Haut qui va travailler sur les espèces exotiques envahissantes, puisque ces espèces exotiques, c'est la deuxième cause d'érosion de la biodiversité. Et enfin, l'Office français de la biodiversité, il faut le savoir, c'est le bras opérationnel de l'État pour le plan ODOM. Tout ce qui est investissement, eau et assainissement sur tous les territoires ultramarins, sur les DROM. Et donc, là aussi, c'est bien quand on a une ultramarine au sein de l'Office français de la biodiversité. Et donc, la semaine prochaine, nous allons augmenter le taux d'intervention sur les projets eau et assainissement. On était à 30%, on va passer à 40% pour les travaux. On était à 40%, on passe à 60% pour les études. En plus, je leur ai dit, nous les ultramarins, nous avons souvent des catastrophes naturelles. Donc en cas de catastrophe naturelle, l'OFB doit pouvoir passer à 80% d'aide pour remettre en état les réseaux d'eau et d'assainissement. Et ça aussi, je vais le soumettre au conseil d'administration. Et enfin, nous avons une problématique majeure qui est l'assainissement. Sur le territoire de la Guadeloupe, c'est 72% de nos stations d'épuration qui sont non conformes. Et donc ça dégrade de manière inexorable la qualité des eaux côtières. Ça a un impact sur nos récifs coralliens qui sont en grande souffrance. L'impact du réchauffement climatique joue, mais on les fragilise avec une eau de mauvaise qualité. Et donc là aussi, sur des stations d'épuration avec des solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire en filtre planté, nos oiseaux du paradis, les papyrus qui filtrent bien, eh bien on pourra aller jusqu'à 60% de taux d'intervention pour inciter les porteurs de projets eh bien, à ce qu'on aille sur de l'assainissement et qu'on arrête avec cette histoire de rejet d'eau non conforme dans nos milieux aquatiques naturels. Donc c'est pour vous dire en fait que femmes ultramarines, eh bien je donne cette direction, j'impulse. Et pourtant, l'OFB, c'est un établissement public costaud, etc. Mais le fait que je sois ultramarine et le fait que je sois une élue locale, je suis proche des réalités et je pousse pour qu'on aille vers ces réalités du territoire. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.